Bonjour à tous. Déjà, merci de m'avoir invité pour cette journée, pour faire l'introduction. Merci à l'équipe d'organisation. Je comprends que ce n'est pas facile de mobiliser les participants, mais en tout cas, je vous remercie tous d'être là parce que effectivement, ce sujet d'ouverture des publications est très prégnant au niveau national, avec la politique sciences ouvertes au niveau France, hein, et en particulier au niveau de l'Institut. Et donc, je pense que vous soyez agent INRAE ou agent d'une UMR, même du site de Montpellier. De toute façon, ces questions d'ouverture des publications reviendront. Donc, l'intitulé de mon intervention, c'est 100% de publications accessibles en libre accès à l'horizon 2030. C'est une orientation forte de l'Institut et c'est une orientation également de la politique nationale, du plan national pour la science ouverte. Alors, pourquoi ça n'avance pas? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je clique peut-être. Plop, 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 plop. Non, si ça passe. Donc, voilà, atteindre cet objectif de 100% de publication en libre accès à l'horizon 2030, ça n'est pas simple pour plusieurs raisons. Parce que le chercheur est libre, à sa liberté académique, hein, et il est totalement libre du choix du support de publication. Donc, dans les messages que je vous ferai passer, n'attendez pas à ce que je vous dise qu'il est obligatoire de publier dans des revues en libre accès. Ça n'est absolument pas le cas. Donc, au titre de la liberté académique, vous n'avez pas d'accord de la hiérarchie à demander pour publier et vous êtes titulaire de vos droits d'auteur, donc droit moral et droit patrimonial, avant éventuellement que vous ne cédiez des droits patrimoniaux à l'éditeur. Donc, je pense qu'au cours de la journée, il était prévu de vous expliquer tout ça. Et moi, je ne vais faire que survoler les sujets. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Voilà, donc c'est vous qui publiez. L'Institut a un objectif de 100% de publication en libre accès. Et donc, comment peut-on concilier votre liberté de publication et les objectifs de l'Institut? C'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Voilà, donc je vais vous parler du contexte politique de l'Institut, revenir sur la liberté de publication et libre accès, vous dire quelques mots de comment la science ouverte est prise en compte dans l'évaluation aujourd'hui au niveau INRAE, parce qu'effectivement, l'évaluation, on voit que c'est un levier important pour accompagner l'évolution des pratiques et puis conclure cette intervention. Donc, la politique sciences ouvertes de l'Institut, rassurez-vous, je ne vais pas vous bassiner avec ça pendant longtemps. Dans le document d'orientation INRAE 2030, il y a un objectif, voilà, qui est codé OP 1.3, ouvrir la science et partager les connaissances. Donc, c'est ouvrir la science, tant le processus de recherche, hein, enjeu des sciences participatives, enjeu des relations avec la société, dans un contexte de défiance. Et Philippe Polisi, il faudrait que vous coupiez votre micro. Donc, je disais quoi? Je disais que c'était ouvrir la science à la société, donc relation avec les citoyens, sciences participatives, mais aussi innovation ouverte, donc associer des citoyens, les parties prenantes à des projets dont la finalité est d'innover. Mais c'est aussi la diffusion des résultats, tant les publications, les données que les connaissances pour qu'elles soient librement réutilisables. Donc,
cette orientation, donc INRAE 2030, se traduit dans la politique sciences ouvertes de l'Institut et dans un plan d'action dont je vais vous dire quelques mots. Donc, la politique sciences ouvertes de l'Institut, je ne vais pas non plus commenter en détail, mais retenez qu'elle a donc 3 grandes finalités, hein, c'est les pavés bleus de cette map. La première finalité, enfin, est en phase avec le document d'orientation, c'est ouvrir le processus de recherche et les résultats à tous les acteurs de la société. Donc, on retrouve les problématiques de partage des connaissances, mais aussi quelque chose qui est un peu nouveau et sur lequel on est en train de travailler avec la DIRCOM, c'est la médiation scientifique et la relation avec, enfin bon, on va dire la société civile, le tiers secteur de la recherche, avec un travail autour d'un plan d'action médiation, puisque en gros, beaucoup de personnes au niveau de l'Institut en font, mais il n'y avait pas à proprement parler de ligne directrice de l'établissement là-dessus. Voilà, donc les démarches de recherche participative dont j'ai déjà parlé. Et puis un autre volet qui est de faciliter les collaborations scientifiques et tirer profit de la science des données pour nos enjeux de recherche. Donc là, ça renvoie aux problématiques d'infrastructures pour la science ouverte. Donc HAL, par exemple, dont vous entendrez parler, je pense, ce matin, et que vous connaissez, est vu comme une infrastructure pour la science ouverte, donc pour le partage, la diffusion des publications. Et au niveau de l'Institut, on a également un plan donné pour la science, avec des projets comme la future plateforme recherche DataGouv, qui permet de partager les données. Et puis sur le volet sciences ouvertes, il y a potentiellement des risques et des opportunités. Donc les risques, il faut les maîtriser et saisir les opportunités. Donc notamment autour du partage des données, faut-il ouvrir, ne pas ouvrir? Donc on a travaillé sur la gouvernance des données. Voilà, et donc aussi le lien avec l'évaluation. Donc, dans le plan d'action sciences ouvertes de l'Institut, il y a 10 actions phares. Je ne vais pas toutes vous les commenter, mais juste m'arrêter un petit peu sur 3 actions phares qui sont en lien avec l'exposé d'aujourd'hui. Donc, l'action numéro 3, c'est un objectif de 100% de publications accessibles en libre accès à l'horizon 2030. Voilà. L'action 5, c'est un observatoire sur la science ouverte, puisque en gros, comme il y a quand même une question de changement de pratique, il faut comprendre ce qui se passe. Et notamment, on a des outils pour suivre l'évolution des pratiques autour des publications, enfin au moins à la part en libre accès, et je reviendrai là-dessus après, mais il s'agit aussi de suivre l'évolution des pratiques de partage de données ou de code, et aussi de comprendre par exemple l'impact des projets de sciences ouvertes. Et puis, l'action phare numéro 9, c'est la prise en compte des pratiques de sciences ouvertes dans l'évaluation des scientifiques dès 2022, et je vais revenir là-dessus. Voilà donc pour le contexte politique institutionnel. Et dans cette démarche, INRAE n'est pas seul, hein, je vous ai dit, il y a donc la politique sciences ouvertes nationale, j'en dirai quelques mots tout à l'heure, et puis tous les organismes s'engagent dans cette voie, et les universités ont des vice-présidents en charge du numérique et de la science ouverte. Voilà, donc ça, ces chiffres montrent la part de publications en open access au niveau d'INRAE en 2000, enfin, donc sur la période 2016-2020. Vous voyez qu'en 2020, nous en sommes en gros donc en 3/4 des productions qui sont accessibles en libre accès. Et l'histogramme et ces couleurs vous indiquent les modalités, enfin les façons dont ce libre accès est rendu possible. Donc en jaune, c'est via les éditeurs et donc les revues qui sont nativement en libre accès. La zone jaune clair, enfin vert clair, pardon, c'est à la fois
grâce aux éditeurs et au dépôt en archives ouvertes. Et la zone vert foncé, c'est uniquement ce qui est en archives ouvertes, donc par exemple le dépôt dans Halle. Voilà, donc c'est assez important, c'est au-delà de la moyenne nationale. J'aurais dû réviser ce matin, mais je crois que la moyenne nationale, elle est de 56%. Certains organismes sont au-delà, comme par exemple l'Institut Pasteur qui doit être à 80%, le CEA qui doit être à 80%, mais beaucoup grâce aux sciences physiques, comme vous pouvez l'imaginer, et Archive. Enfin, on pratique des communautés, puisqu'on a d'énormes différences entre les communautés disciplinaires, et vous trouverez le détail sur le lien qui est dans mon PowerPoint. Je ne vais pas y aller là. Voilà, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a différents canaux qui sont utilisés pour rendre les publications en libre accès, et donc c'est ça, ce message important. Ça n'est pas que grâce aux éditeurs et aux frais de publication dans des revues qui peuvent être très coûteux. Donc maintenant, liberté de publication et libre accès, j'en ai un peu parlé. Donc, j'insiste sur le fait que le chercheur est libre de choisir son support de publication. Donc, cela peut être dans des revues sous abonnement, ou donc en gros, on paye pour lire, avec un archivage donc dans une archive ouverte comme HAL. Ça peut être également donc avec des frais de publication, et donc là, vous payez pour publier, donc avec des articles processing charge ou APC, donc des frais de publication. Ça renvoie aux revues, enfin au Gold Open Access, aux revues dorées. Mais vous pouvez aussi avoir des revues qui sont sans frais de publication, et là, on parle de voie diamant, enfin, ou Diamond Open Access en anglais. Donc voilà, donc on n'oblige pas du tout à publier uniquement dans les revues Gold Open Access. C'est un non-sens, parce que ces revues, finalement, enfin, ça coûte énormément, et je vous donnerai quelques indications sur les dépenses liées à ces frais de publication. Voilà, et donc au-delà de la publication dans les revues qui restent importantes, parce que ce sont des espaces de certification, de validation des connaissances, et finalement c'est ça l'enjeu, c'est bien de certifier les connaissances. Mais il y a d'autres voies qui sont aujourd'hui possibles, et je crois que vous aurez des interventions de Peer Community après peut-être. Donc, il y a d'autres voies qui sont possibles via les préprints, avec des dispositifs comme les épijournaux qui sont adossés à HAL, Peer Community In, donc, qui propose un dispositif pour certifier les connaissances, recommander donc des publications qui sont en préprint. Et puis, la plateforme de la Commission européenne qui s'appelle Open Research Europe, qui permet à des chercheurs qui sont financés via Horizon Europe, enfin Horizon 2020 auparavant, maintenant Horizon Europe, de publier gratuitement sur ORE, la commission versant 850 € pour chaque publication à l'opérateur de la plateforme, qui est une société privée qui s'appelle F1000 Research, et qui opère des plateformes de publication pour les fondations Bill et Melinda Gates, par exemple. Donc, vous voyez que les modalités de publication sont vraiment diverses, et que c'est peut-être d'ailleurs ça qui est compliqué aujourd'hui dans ce contexte de l'édition scientifique en pleine mutation. Alors, il y a des pratiques, et des bonnes pratiques, et je sais que vous reviendrez là-dessus. Pour vous synthétiser ces bonnes pratiques, parce que faut que je regarde le temps d'ailleurs, oui, ça va encore. Je m'inspire d'une fiche qui a été faite par le réseau EPRIST, enfin qui est le réseau des responsables IST d'organismes de recherche. Donc, la première bonne pratique, c'est de déposer en archive ouverte toutes les publications dans leur version autorisée, quelle que soit la façon dont elles aient été publiées. Après, lié à l'évaluation et aux bonnes pratiques également,
il y a l'idée donc de déposer dans HAL pour les chercheurs, le fait que ce soit les chercheurs qui fassent eux-mêmes le dépôt et pas les documentalistes. Les documentalistes sont plus là pour travailler sur la qualité des métadonnées, mais dans l'idéal, c'est le chercheur qui doit faire son dépôt. Et après, donc, en créant ces identifiants sur HAL, notamment l'idéal, vous pouvez avoir accès à tout un tas de fonctionnalités, notamment pour renseigner vos dossiers d'évaluation et pour l'unité pour préparer les dossiers HCERS. Donc, il y a une question qui est stratégique, qui est autour des droits. J'en ai un petit peu parlé en introduction, les droits d'auteur. Faites attention à ce que vous cédez aux éditeurs. Vous avez aussi la loi pour une république numérique qui vous donne des droits et qui vous permet de déposer en archive ouverte après un certain délai, quels que soient les droits, enfin, ce que vous avez signé à l'éditeur. Donc, poser des questions là-dessus aux documentalistes qui sont là. Donc aussi de publier des préprints, j'en ai déjà un peu parlé, c'est une voie possible de diffusion des connaissances et des dispositifs de validation par les pairs s'organisent via différentes plateformes telles que Peer Community et Open Research Europe, et c'est pris en compte dans l'évaluation, pardon. Ne pas utiliser les réseaux sociaux académiques comme plateforme de dépôt de vos publications, ça n'est pas fait pour ça. Par ailleurs, bon, il y a eu des procès qui ont été intentés par Elsevier, par exemple, mais ce sont bien des plateformes de communication. Et par ailleurs, derrière ces plateformes de réseaux sociaux comme ResearchGate, ce sont aussi des sociétés privées. Donc, il y a quand même l'idée que les publications sont des biens communs et donc il faut vraiment les gérer comme telles. Et puis, par ailleurs, dans les autres bonnes pratiques, enfin, et dans un souci de qualité de la recherche, de reproductibilité, il y a le fait de citer les jeux de données qui sont sous-jacents aux publications ou les codes, hein, pareil, et de déposer ces objets numériques, donc données ou codes, sur les entrepôts qui sont dédiés enfin, spécialisés dans le dépôt de ce type de contenu. Donc, par exemple, Data Inrae aujourd'hui, Recherche DataGouv, qui va ouvrir le 8 juillet, et donc Data Inrae sera une sous-partie de Recherche DataGouv, ou des plateformes comme Software Heritage, donc pour le dépôt et l'archivage des logiciels ou d'autres plateformes comme celle du CRAN, par exemple. Voilà quelques bonnes pratiques pour les chercheurs. Et il y en a une dernière, enfin, sur laquelle j'attire votre attention, c'est que dans cet univers de la publication en libre accès, il y a des éditeurs qui ont des pratiques peu vertueuses. Et puisqu'en gros, pour avoir un chiffre d'affaires qui croient dans un contexte de paiement de frais de publication, il suffit de multiplier le nombre d'articles publiés par le prix, le montant de l'APC pour faire croître son chiffre d'affaires. Et donc, ça a permis la genèse, donc je le disais, d'éditeurs qui ont des pratiques douteuses. Donc, ces pratiques douteuses, enfin, vous en avez ici le spectre, hein, donc, ils font de l'argent en publiant très rapidement avec un reviewing très léger, du mimétisme d'autres revues. Alors, ce qu'on entend par mimétisme d'autres revues, hein, c'est un éditeur qui est connu, enfin, qui est bien dans la place maintenant, qui s'appelle MDPI, qui émane enfin, de la Chine, qui est basé en Suisse. Et donc, ils font du mimétisme de revues. Par exemple, on a une revue qui s'appelle Animal. Ils rajoutent un S. Donc, ils ont une revue qui s'appelle Animals. Il y a la revue Cell, bien connue. Ils ont une revue qui s'appelle Cells. Donc, ils ont rajouté également un S. Donc, il y en a toute une série comme ça. Et ils ont une politique commerciale très agressive. Vous avez tous certainement reçu des mails qui vous demandent de reviewer des articles ou de coordonner des numéros spéciaux. Et en fait, c'est cet éditeur qui est derrière. Donc, faites attention à ça. Et quand vous avez un doute, parlez-en à vos collègues et parlez-en aussi aux documentalistes. Donc, sciences ouvertes et évaluation. Donc,
vous ai incité donc, à publier, à rendre vos publications accessibles, quelle que soit la façon dont vous le faites. Il y a aussi la question du partage des données, du partage des codes. La question, c'est est-ce que ces évolutions sont prises en compte dans l'évaluation? Donc la réponse, c'est oui. Et je vais préciser ça, mais en fait, c'est oui et on n'est pas du tout seul à travailler là-dessus. Donc, je ne sais pas si vous avez suivi, mais en 2017, il y a eu une réforme, la déclaration de San Francisco qui dit que l'évaluation ne peut plus s'appuyer sur des métriques quantitatives telles que les facteurs d'impact, les H-index, etc. Donc, l'INRAE est signataire de cette déclaration en 2017. Par ailleurs, au niveau du ministère de la Recherche, il y a un groupe de travail donc, qui est mis en place, qui est co-animé par Frédéric Guémard, donc le directeur de la direction de l'évaluation INRAE, et qui travaille sur l'évolution des pratiques d'évaluation des chercheurs au niveau national. Et par ailleurs, la Commission européenne est très active pour réformer l'évaluation de la recherche en Europe. Et donc, il y a un groupe de travail et des directives, comment dire, un agreement des différents participants pour réformer l'évaluation de la recherche. Et c'est un travail en cours. Donc voilà, c'était pour vous rassurer sur le fait que nous ne sommes pas seuls à avoir cette approche. Et par ailleurs, au niveau de l'Institut, qu'est-ce qui est fait concrètement? Et vous verrez encore une évolution dans le livret guide qui devrait paraître incessamment sous peu pour la prochaine vague d'évaluation conseil des chercheurs via les commissions scientifiques spécialisées. Donc, c'est la prise en compte des diversités des productions, bien sûr les publications, mais pas que, les data papers, les jeux de données publiés, les codes. La reconnaissance de bonnes pratiques, donc tous les efforts pour rendre les produits, alors quand je dis produits, c'est publication, données et codes, hein. FAIR, c'est un acronyme, ça veut dire, en français, en anglais, findable, donc trouvable, accessible, interopérable et réutilisable. Donc, j'ai mis cité et accessible. Cité, c'est via un DOI, hein, ça permet de rendre les publications trouvables et de les interconnecter. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est le lien entre publications, données et codes dont je parlais tout à l'heure. Et puis, c'est une forte incitation au dépôt, donc de mettre les références dans HAL et vous pourrez faire des exports CSS ou HCERS pour l'évaluation de l'unité. Là, c'est pour l'évaluation individuelle via cet outil qui vous sera peut-être présenté tout à l'heure. Et quant au texte intégral, il peut être, pour les publications, il peut être dans HAL ou il peut être ailleurs. Voilà. L'important, c'est que les évaluateurs puissent consulter les productions en ligne. Et puis les données et codes, comme je le disais, qui soient déposés dans un entrepôt. Donc, en guise de conclusion, on a en quelque sorte un alignement des planètes entre le contexte politique et les volontés institutionnelles de faire évoluer à la fois les pratiques de sciences ouvertes et les pratiques d'évaluation. Donc, juste pour vous rappeler que la science ouverte, c'est dans le pilier excellence d'Horizon Europe. Auparavant, quand on montait des projets européens avec Horizon 2020, c'était dans le volet impact. Et donc, il fallait expliquer en quoi les résultats seraient rendus accessibles à la fin du projet. Donc, c'est toujours le cas. Mais maintenant, c'est dans le pilier excellence et donc il faut expliquer dans le pilier excellence en quoi le montage du projet, la conception du projet prend en compte la dimension science ouverte. Et la dimension science ouverte dans la politique de la Commission européenne est très diverse. Ça va de l'open data en passant par le volet infrastructure, donc European Open Science Cloud,
des nouvelles métriques, le futur de l'édition scientifique, donc avec l'enjeu de l'accès à des stades très précoces de différents types de résultats, la reconnaissance pour le carrière des chercheurs, les problématiques d'intégrité de la recherche et de reproductibilité des résultats qui sont essentiels, et la science ouverte est vue comme un levier pour atteindre ces finalités d'intégrité et de reproductibilité, l'éducation et puis les sciences participatives, puisqu'ils voient le citoyen comme un producteur de connaissances à part entière. Donc, au niveau français, je vous l'ai dit, hein, il y a un plan national pour la science ouverte qui a été initié en 2018, avec une nouvelle édition en 2021, inaugurée dans l'Institut avec la ministre de l'époque. Et dans ce plan national figure bien un objectif de 100% de publication en libre accès à l'horizon 2030, ainsi que la plateforme Recherche DataGouv, donc la plateforme, l'entrepôt de données national qui est opéré par INRAE dans cette phase de montage de projet. Voilà, l'ANR également a une politique très, très incitative, hein. Ça va du dépôt de publication à la demande d'élaboration de plans de gestion de données. Il y a maintenant un portail à l'ANR pour valoriser les publications issues des projets. Et l'ANR met en œuvre le plan S, qui est un accord européen des différentes agences de financement pour demander l'accès immédiat aux publications issues des projets qu'elle finance. Voilà, donc en conclusion, je dirais que le libre accès, c'est l'affaire de chacun, c'est surtout l'affaire des chercheurs. Les politiques posent un cadre et donnent des moyens d'action, mais c'est vraiment essentiel que les chercheurs s'en saisissent. Donc, payer pour publier en libre accès, en Gold Open Access, donc les revues payantes à n'importe quel prix n'est pas la solution, ça coûte énormément. Et le dépôt dans les archives ouvertes est essentiel, ou le dépôt dans des bases de préprint est essentiel. Et pour mémoire, quelques chiffres sur les publications liées à INRAE. Donc, les dépenses d'abonnement de l'Institut, c'est important, c'est 2,8 millions aujourd'hui, avec presque 1 million pour Elsevier. Dans l'idéal, il ne faudrait plus qu'il y ait d'abonnement, mais que ces crédits soient rebasculés aux unités pour les publications. Donc, les nombres de publications académiques de l'Institut, c'est 5500 environ publications par an. Et les frais de publication en 2020, alors payés sur les crédits de l'Institut, via notre système d'information, c'est 550 000 € et ça croît énormément. Donc, via le site que je vous ai mis, là, on a les données de 2013, 2017 et 2020. C'est quelque chose que l'on suit au niveau national, et il y a des organismes qui payent beaucoup plus. À l'INSERM, je crois qu'ils en sont à plus d'1 million par an. Voilà, je vous remercie de votre attention, et du coup, oui, j'ai un peu dépassé mon temps, je m'en excuse, mais je peux prendre quelques questions et je serai en retard pour ma réunion suivante, ce n'est pas grave. Merci beaucoup.